Température maximale 2 à 6 degrés. Je vous souhaite une belle journée. Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal des Alpes de la mi-journée. Au sommaire ce midi, Grenoble sans service public, excepté les services d'urgence et de sécurité qui restent ouverts. Les autres corps municipaux sont à l'arrêt. Une décision du maire pour dénoncer la baisse des dotations de l'État. Nous verrons comment la population a accueilli cette mesure exceptionnelle. L'ouverture de la route de secours au Chambon en Isère, une route provisoire à emprunter sous certaines conditions, mais un véritable soulagement pour les habitants de la région. Enfin, le temps, plutôt maussade sur nos 3 départements. Fréquences averses de pluie et de neige au-dessus de 800 mètres d'altitude en moyenne. Vent du nord renforcé. Température autour de 3 degrés en montagne, 5 à 7 degrés en plaine. La neige qui a poussé les stations de ski à une frénésie de communication incroyable. 2 d'entre elles ont annoncé l'ouverture partielle de leur domaine skiable dès aujourd'hui. Courchevel en Savoie et les Sept-Lots en Isère, où vous vous trouvez, Cédric Picot. Et apparemment, ceux qui sont montés en ont bien profité. Oui Daniel, cette ouverture partielle du domaine a fait évidemment le bonheur des skieurs qui sont présents ici ce matin au Sept-Lots. Tous ont le sourire, ils sont quelques dizaines à se partager les pentes accessibles de la station. Pour l'instant ici, 2 télésièges fonctionnent et une piste est ouverte. Mais le domaine devrait s'étendre dès samedi. Tout ça grâce aux chutes de neige du week-end dernier et bien sûr grâce à la neige artificielle qui a été travaillée pour permettre cette ouverture partielle du domaine. Alors cette avant-première de la saison de ski elle a lieu ici aujourd'hui au Sept-Lots, mais aussi à Courchevel, au Savoie. Et puis d'autres stations devraient suivre ce week-end. On pense notamment à Val Thorens, Val d'Isère, Chamonix ou l'Alpe d'Huez qui ont décidé d'entamer dès samedi leur saison d'hiver. Il faut dire que les conditions s'y prêtent. Après un automne très doux, le froid a fini par arriver et les hauteurs de neige sont maintenant conformes à ce qu'on peut attendre à la fin d'un mois de novembre. Merci Cédric Picot. Les services municipaux de Grenoble à l'arrêt aujourd'hui. Une journée sans service public destinée à dénoncer la baisse des dotations de l'État pour les communes. À l'exception des services assurant des missions d'hygiène ou de sécurité, les bâtiments communaux de la ville sont fermés. Si le message est bien passé dans la population, certains s'interrogent sur l'efficacité de cette initiative. Florine Heba, Nathalie Rapuc. Comme prévu, ce matin, les bâtiments municipaux sont restés fermés au public. Des piscines aux musées, des bibliothèques aux crèches, rideaux. Quant aux écoles, pas de problème, sauf pour la garderie ou l'accueil périscolaire fermé toute la journée. Pour les parents, il a fallu s'organiser. Oh, c'est juste pour le midi, je dois la chercher à 11h30. Voilà, au lieu de midi, j'ai plein de boulot, mais c'est pas grave. C'est vous qui allez le faire du coup ? Oui. D'accord. Donc ça, exceptionnellement, ça va ? Exceptionnellement, ça va. Bon, en même temps, je pense que les raisons qui sont invoquées sont valables, donc c'est bien de le faire. Le message de l'attrait médiatisé « Journée choc pour la défense du service public » est plutôt bien passé auprès des citoyens, en plus d'un bon coup de com' pour la ville. Ça heurte la vie quotidienne, donc on en est bien conscient. Mais c'est l'occasion de poser les bases, de partager cette information. Ça, c'est un exercice démocratique important et c'est ça qui permettra d'avancer ensemble après dans les mois à venir. Fermer les services publics aujourd'hui est une décision prise et assumée par le maire de Grenoble. Les agents communaux ont dû s'y plier. Attention, ils ne sont pas en grève, mais privés de leurs fonctions auprès de la population. Pour comprendre la démarche, ils ont été conviés à une séance plénière au Palais des Sports. Ouais, moi je suis au service espace vert, c'est quand même plus compliqué d'arriver à avoir des budgets, c'est un peu plus ric-rac. Bon. Vous arrivez encore à travailler ? Oui, on arrive à travailler, mais c'est vrai que des fois où on nous dit ah, là, le budget est bloqué ou des choses comme ça, donc bon bah. Si beaucoup comprennent la démarche, personne ne sait quel en sera l'effet. Dénoncer la situation financière de la ville est plutôt bien accepté. Par contre, la solution, personne ne l'a. Voilà pour les premières réactions à cette initiative. Voyons maintenant celle de Jérôme Safar, conseiller municipal socialiste de Grenoble et conseiller régional Rhône-Alpes. Vous êtes justement en direct de Lyon, votre ville natale. Alors, que vous inspire cette initiative du maire de Grenoble ? Écoutez, pour moi c'est clair, je l'ai tout de suite dit, c'est d'abord un coup de communication. Il n'y avait qu'à entendre ce matin les différentes radios, RTL, France Inter, Europe 1. Et c'est quand même un coup d'épée dans l'eau avec des chiffres qui sont manipulés. Aujourd'hui, la baisse des dotations de l'État, ça représente 1,8% du budget.
Je ne suis pas certain que tous les Grenoblois aient ces chiffres-là en tête, et je demande qu'on le rapporte aux efforts que font les Grenoblois, comme tous les Français. Je trouve que c'est un peu malvenu de dire qu'une ville dont la surface financière, qui est celle de la ville de Grenoble, est quand même importante, n'est pas capable de faire un effort financier de 1,8% de son budget. Je trouve ça assez désastreux. Mais au passage, Éric Piolle dénonce aussi le surendettement inquiétant de la ville. C'est aussi une façon de parler franchement à la population et de la mettre devant le fait accompli. Très bien. Alors pourquoi Éric Piolle a augmenté la dette de 20 millions d'euros en 2 ans ? C'est bien de dénoncer le surendettement. Moi, j'ai été adjoint en finance, j'ai maîtrisé la dette. Elle n'a pas augmenté pendant 6 ans. C'est vrai que nous avions augmenté les impôts, mais justement pour éviter que la dette ne parte à nouveau dans un dérapage non contrôlé, cette équipe municipale a augmenté la dette de Grenoble, qui va peser sur les ménages grenoblois et sur le développement de notre ville de 20 millions d'euros en 2 ans. Qu'ils le disent aux Grenoblois, qu'ils disent quelle est sa responsabilité et qu'aujourd'hui il est incapable de faire des choix budgétaires. Mais c'est pas nouveau, le surendettement, il est élu depuis 2014, c'est tout récent, la dette elle est bien d'avant. La dette, elle est ancienne. Grenoble a toujours été une ville qui a été très endettée parce que c'est une ville qui est aussi très équipée. En termes de services publics, on le sait, on est très au-dessus de l'équipement de beaucoup de grandes villes en France. Mais aussi parce que l'intercommunalité a été toujours un sujet qui a pris du retard à Grenoble. C'est pas pour rien qu'avec Didier Migaud, Marc Bayetto, Michel Destot, nous nous sommes battus pour obtenir le statut de métropole qui doit nous aider demain justement à moins supporter de charges de centralité, à partager ces charges-là. Je crois que Éric Piolle aujourd'hui est coincé par sa stratégie, sa propre stratégie de communication, et même si j'entends qu'ici ou là, et c'est vrai, l'effort qui est demandé aux communes est réel, donc ça peut être entendu par la population, je l'entends moi-même, il faut que nous fassions ces efforts et nous n'avons pas à les faire porter sur la population en fermant les services publics et en faisant une opération qui est quand même un peu culpabilisante, en leur disant, écoutez, nous on ne sait pas faire, on va fermer les services publics pour que vous vous rendiez compte de ce que cela voudrait dire. On est très loin de la fermeture, de la mise sous tutelle ou de la faillite, comme je l'ai entendu ici ou là. Merci Jérôme Safar d'avoir réagi pour nous en direct de Lyon. Dans l'actualité du jour, cette interpellation d'un jeune homme de 22 ans dans le quartier Mistral à Grenoble. Il détenait de la drogue et de l'argent en grande quantité. La suite, c'est à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Depuis les attentats de Charlie Hebdo, les sociétés de sécurité privées sont très sollicitées. Une présence renforcée des vigiles est réclamée par les entreprises qui accueillent du public. Une demande qui devrait encore s'accroître après les récents événements parisiens. Illustration à Chambéry, Xavier Schmitt et Franck Serroni. Alors, qu'est-ce que vous avez répondu là ? À 2. Donc je relis. Dans le stage de formation des agents de sécurité. 8 hommes et femmes préparent le certificat de qualification professionnelle. La formation de base se déroule sur 4 semaines, 140 heures qui peuvent être complétées par des spécialisations, hormis la menace terroriste. Aujourd'hui, la formation de 140 heures permet d'appréhender de manière globale l'ensemble des facettes, aussi bien techniques, juridiques, du métier d'agent de sécurité. Depuis les attentats du 13 novembre, les demandes d'agents supplémentaires se multiplient. 10% de personnel en plus dans ce groupe qui comptait 400 employés. Un renfort comblé par le recrutement ou les heures supplémentaires. Dans ce grand centre commercial, le nombre de vigiles a été triplé. Ils filtrent en priorité les entrées avec un contrôle aléatoire des sacs. Ils n'ont pas le droit à la fouille, mais ils peuvent interdire l'accès. Si le client refuse, à savoir qu'il peut refuser, l'agent en place peut refuser aussi son accès au GIE Champ Nord dans la galerie marchande. Ça, c'est prévu par le Code de sécurité intérieure. Tout à fait, actuellement qu'on a reçu par la préfecture et en consigne en plus par la direction de la galerie marchande. Les agents de sécurité sont agréés par un organisme dépendant du ministère de l'Intérieur. Il annonce une évolution pour prendre en compte la menace terroriste. Les obsèques de Mathieu Giroux, 39 ans, auront lieu aujourd'hui à Jarry en Isère. Ce père de famille originaire de Jarry donc est décédé lors de l'attentat du Bacalan. Il était maître de conférences en géographie à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Les jeunes victimes du terrorisme qui peuvent devenir pupilles de la nation, une nouveauté qui pourrait concerner certaines victimes des attentats de Paris. Une de nos équipes est allée à Annecy à la rencontre de Magali, une jeune femme dont le père est décédé lors d'un braquage, c'était en Haute-Savoie. Alors là, on est sur la plage d'Albigny. C'est l'un de ses lieux favoris. Donc comme vous pouvez voir, il y a le chalet des sauveteurs. Au bord du lac d'Annecy. Et où mon père travaillait, donc en tant que maître nageur. Magali Verdoulet vient souvent près de ce chalet construit en hommage à son père, aujourd'hui disparu.
Maître nageur l'été, il est tué en exerçant son autre métier de policier. C'était en 1993. Magali avait 7 ans. À 43 ans, Christian Verdoulet était père de 4 enfants. Un braquage qui a mal tourné. C'est cette succursale du Crédit Agricole de Crangevrier dans la banlieue d'Annecy que 2 hommes ont attaqué hier après-midi. L'un des 3 policiers du poste de quartier arrivé rapidement sur place est abattu. La mère de Magali se retrouve seule avec ses 4 enfants. Elle fait alors une demande auprès du tribunal pour que ses filles deviennent pupilles de la nation. Ce statut offre une aide financière pour payer notamment les soins médicaux et les fournitures scolaires. C'est toujours pour les enfants, hein. C'est en rapport à eux, hein. C'est pas à moi ou quoi que ce soit. On est adopté en fait, c'est comme une adoption, hein. C'est exactement pareil. Sauf que là c'est l'État, c'est pas les parents. Réservé à l'origine aux orphelins de policiers et de militaires, le statut s'étend aujourd'hui aux orphelins de magistrats et d'élus. Autre personne concernée depuis 25 ans, les jeunes victimes de terrorisme. Depuis le début de l'année, 35 nouveaux dossiers d'adoption ont été déposés. Depuis hier, c'est le soulagement pour les naufragés du Chambon, privé de départemental depuis 7 mois. Ils vont enfin pouvoir emprunter la route de secours qui relie l'Isère et les Hautes-Alpes, une route provisoire à emprunter sous certaines conditions. 14 h, les ouvriers donnent les derniers coups de peinture avant l'ouverture. Et déjà, les premiers véhicules stationnent avec une certaine impatience. On est bien content qu'ils aient refait une route, voilà, pour rejoindre la Grave et pouvoir faire notre hiver tranquille. Voilà, on est bien content de ne pas faire le tour par Gap, donc c'est super. C'est bien, mais j'aurais pas voulu être le premier à cette époque-là. Il aurait fallu qu'elle ouvre bien plus tôt et que nos politiques réagissent bien avant et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a des gens qui habitent derrière le Lotaré et qui ont souffert énormément. Donc je pense surtout à eux, honnêtement. J'espère qu'ils vont être contents et qu'ils vont pouvoir revivre et au moins passer un bon hiver. Après 5 mois de travaux, les premières voitures s'élancent enfin sur cette voie tant espérée. Les usagers attendaient cette ouverture, ils nous voyaient travailler depuis plusieurs mois. Ils se posaient pas mal de questions quant à la date d'ouverture. On a pu leur répondre qu'on arriverait à ouvrir largement avant l'hiver. On avait du mal à donner une date fixe parce que c'était un chantier quand même soumis à pas mal d'aléas. C'est vrai que la route est petite, là. Pour se croiser, il faut aller doucement. Au même moment, de l'autre côté du lac, les habitants des villages de la Grave et de Villard-d'Arène retrouvent, eux, le chemin vers l'Isère. C'est un vrai soulagement, ça fait vraiment du bien. C'est juste parfait. Pour tout, pour la vie, pour nous au garage, on va reprendre une activité à peu près normale. Cette piste, il va falloir faire attention parce que c'est des conditions hivernales, mais ça va vraiment être de la balle. Prévu pour supporter un trafic de 100 véhicules par heure et par sens, cette route restera néanmoins une voie de secours. Ni les camions de plus de 3,5 tonnes, ni les cars ou les camping-cars ne pourront circuler en attendant la construction de la future route sur l'autre versant, mais pas avant fin 2016. Troisième volet de notre série sur les derniers travaux avant saison. L'occasion de découvrir comment les stations de ski se préparent à accueillir les touristes pour la saison d'hiver. Direction Morzine, en Haute-Savoie. Morzine, petite station familiale, mais surtout l'un des accès privilégiés au grand domaine des Portes du Soleil. Ici, comme un peu partout en station, l'automne est la saison des travaux. Restaurants, boutiques et hôtels font peau neuve. Ainsi, par exemple, après les étages, c'est le rez-de-chaussée de cet établissement qui retrouve une seconde jeunesse. L'hôtel a été entièrement cassé et refait. On a créé une salle de spa, en fait, avec jacuzzi et toutes les dernières nouveautés pour le bien-être, puisque c'est un critère important pour la clientèle, notamment étrangère. Si vous ne faites pas ça, vous n'êtes plus concurrentiel, déjà par rapport aux concurrents de la station même, mais par rapport aussi à une clientèle qui est de plus en plus exigeante, et par rapport à des stations qui sont aussi bien en Suisse qu'en Autriche, et nous on doit rester compétitifs par rapport à eux. Au chant des marteaux-piqueurs en ville répond la mélodie des engins de terrassement sur le domaine skiable. Un chantier commencé début juillet entre le massif de Nyon et celui du Pléné, qui jusqu'ici n'était relié que par une petite passerelle à un véritable goulot d'étranglement. 1,5 million d'euros et 5 mois de travaux vont permettre aux skieurs de bénéficier désormais d'un accès en pente douce jusqu'à une gare de départ rehaussée de 11 mètres. Nous avons apporté et remué 35 000 mètres cubes de matériaux.
puisqu'on a dû rehausser de 11 mètres toute la plateforme. Ce projet a démarré il y a 4 ans. On a dû travailler beaucoup dessus pour trouver les solutions, surtout les solutions techniques, et le faire valider par les services de l'État. L'interface, il est à quel endroit ? Il va être sur l'objectif dans l'écran. Oui, mais moi, Pour assurer à ce domaine skiable la meilleure fréquentation, l'Office de tourisme met les bouchées doubles toute l'année. Il faut être présent en permanence sur tous les axes de promotion. Donc, au niveau de la promo et de la com, ça va être tout ce qui est préparation de supports documentaires, des opérations sur les marchés étrangers pour aller chercher des clients. Concernant l'accueil et tout ce qui est information client, pareil, c'est de préparer des fonds documentaires et les supports dont vont avoir besoin nos clients. Et puis concernant animation et événements, c'est de mettre en place ce qui va agrémenter le séjour de nos vacanciers. Prochain grand rendez-vous pour la station, la première édition du Morzine Winter Start les 5 et 6 décembre. Un exceptionnel week-end d'animation qui donnera le coup d'envoi de la saison d'hiver. Et maintenant, le portrait d'une artiste discrète et talentueuse. Sonia Orepuc vit à Saint-Martin-d'Hères, en Isère. Elle expose un peu partout en France. Son inspiration, le pop art et le portrait de personnalité. Aussi discrète que talentueuse, Sonia porte en elle sa passion depuis toujours. Et depuis des années, à la manière du pop art, elle façonne des portraits de personnalité. Ce que je recherche dans l'image, dans ces personnes, parce que je choisis aussi mes personnages que j'aime bien. Donc, c'est faire ressortir chez eux leur expression, leur personnalité. Et je pousse à ce niveau-là et j'essaye d'épurer de plus en plus au niveau du trait de l'image pour pouvoir sortir de la photo. Il y a une petite nostalgie aussi des années 60, donc c'est pour ça que j'ai pas mal fait de portraits de ces chanteurs, rockers aussi, que j'aime beaucoup. Oui, je pense qu'il y a une nostalgie. Cette nostalgie l'amène à nous faire découvrir ces visages tellement connus et qui font partie de notre mémoire collective. Et quand on lui parle de pop art, elle dit que ça lui va très bien. Je dirais même que j'essaye de pousser plus loin en faisant du pop art minimal pour épurer de plus en plus, arriver à avoir moins de peinture, vous savez, avec juste un petit trait, un peu comme une BD, quoi, arriver un peu au style de la BD. Il y a bien sûr du Warhol chez cette femme-là, tout en nuances, en légèreté, comme une touche artistique pour désembrumer nos âmes parfois mises à mal, une joie de vivre, une véritable joie de peindre. À quelques jours de l'ouverture de la COP21, un rendez-vous ce soir sur notre antenne dans Enquête de région, spécial réchauffement climatique, avec notamment un reportage sur les conséquences dans les Alpes, comme par exemple la disparition annoncée du lagopède, la perdrix des neiges. Extrait. Voilà, dans cette direction-là. C'est là où le signal est le plus fort. Donc ça, c'est un jeune oiseau d'une nichée. La mère a pondu à nicher là-bas en direction du col. Un système de radiopistage, des chiens d'arrêt et un grand sens de l'observation. Pour ces 3 spécialistes de la faune de montagne, la traque du jour, c'est lui. Le lagopède, une grosse perdrix qui multiplie les tenues de camouflage. L'oiseau le plus frigophile d'Europe, normal, c'est une relique glaciaire. Alors une relique glaciaire, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce qui a généralement des origines nordiques, arctiques, et qui aime le froid, et qui a peuplé donc ces régions, surtout au moment des dernières glaciations. Le lagopède, ce champion du déguisement, cette espèce emblématique de nos montagnes, sera-t-il un jour rayé de la carte des Alpes ? Une hypothèse, pas si farfelue.